Donc Éric Blondet, vous allez nous présenter quelques slides, 10 minutes, la problématique du médecin spécialiste en établissement et ces doubles contraintes internes et externes, qui sont autant de perspectives, bien sûr. Oui, donc je vous remercie de nous donner l'occasion enfin de parler du deuxième recours, j'allais dire, parce qu'il est parfois un peu ressenti comme le parent pauvre dans les différentes discussions que l'on peut avoir, notamment sur le plan réglementaire ou avec nos ARS, le zonage étant quand même très très ciblé sur le premier recours. Alors quand on parle d'un praticien libéral dans un établissement, on a souvent tendance à le considérer dans une relation duale entre lui-même et son établissement via un contrat d'exercice libéral, et que finalement c'est une espèce d'économie qui tourne en autarcie, un peu cloisonnée et qui sert un peu de pivot sur une offre de soins comme le serait l'hôpital, mais avec une approche relationnelle avec la ville, ou en tout cas nos confrères du premier recours, qui est parfois difficile à appréhender, mais qui me paraît être un enjeu majeur et qui va appeler un certain nombre de réflexions quant à la situation actuelle telle qu'on peut la connaître dans nos exercices. Ce contrat d'exercice libéral est un contrat qui a une notion importante qu'il est intuitu personné, c'est-à-dire qu'il est entre un établissement et un praticien et non pas une équipe de praticiens, ce qui peut ouvrir un certain nombre de débats, mais je ne m'étendrai pas forcément dessus aujourd'hui. Et puis, dans cette relation entre l'établissement et le praticien, il y a une structure essentielle qui s'appelle la commission médicale d'établissement. Et là, par contre, ce sera aussi un des éléments importants de ma présentation d'aujourd'hui. L'ensemble participant au développement et à la mise en œuvre du projet médical d'établissement qui est directement l'empreinte de l'établissement et de l'offre de soins qui va avec, portée par les praticiens sur l'offre de soins du territoire d'implantation. On va passer à la diapositive suivante. Donc, au-delà d'exercer au sein du seul établissement, la place du praticien dans cet établissement va être aussi de participer à un certain nombre d'éléments importants constitutifs du projet médical d'établissement, mais pas que. Le projet médical d'établissement va permettre d'abord de définir des relations interdisciplinaires. Le développement et l'extension, en tout cas de la fréquence des pathologies cancéreuses, nous impose tous d'avoir cette culture interdisciplinaire, mais aussi interprofessionnelle. On le voit pour les viscéraux avec les soins d'ostomie, etc., la rééducation en ville, mais aussi les démarches qualité, de certification, de sécurité des soins, etc., nous imposent d'assumer des missions transversales dans le cadre de la commission médicale d'établissement, et là on y viendra. Enfin, et je l'ai dit, cet établissement, il appartient à un territoire de soins et le patient rentre, le patient va retourner à domicile ou en SSR, on va considérer celui qui rentre à domicile, il va retourner sur son territoire de vie. Il y a donc une double notion dans la perspective et les enjeux qu'on rencontre, qui va être à la fois la notion de territorialité. Ça a alimenté l'ensemble des débats qu'on a depuis hier, mais ça alimente l'ensemble de nos débats dans nos régions respectives, je pense. Et puis la notion de coordination, deuxième thème majeur, qui alimente aussi tous nos débats. Si on considère la notion de territoire, c'est extrêmement complexe parce qu'il n'y a pas un territoire, il y a des territoires. Est-ce que l'on est en train de considérer un territoire de démocratie sanitaire qui recouvre souvent une dimension administrative, régionale, puis territoriale au sens départemental du terme, et qui va par contre avoir une action majeure, notamment pour ce qui est, pour nous, les autorisations d'activité et d'implantation de matériel lourd. On ne reviendra pas sur les enjeux que l'on peut avoir, l'IRM de Bergerac ou autre. La deuxième chose, on a une notion de territoire liée aux enjeux démographiques qui sont les aides conventionnelles avec un zonage conventionnel qui est extrêmement centré sur le premier recours dans son approche, même si les aides conventionnelles ne sont pas limitées aux seuls praticiens du premier recours. Ce qui n'est pas sans poser de problème, et en tout cas d'ouvrir la question de la territorialité, de la spécialité concernée. Et ça me paraît être un élément extrêmement important, mais qui va être extrêmement difficile d'appréhension dans le cadre d'un zonage sur l'évolution de l'offre de soins de spécialité. On va avoir des spécialités de proximité, l'orthopédie par exemple, la chirurgie viscérale. On va avoir des spécialités qui vont être plutôt infrarégionales, de niveau départemental. Et puis on aura des spécialités qui seront supradépartementales, régionales, voire suprarégionales. La neurochirurgie, la chirurgie cardiaque dans certains cas en sont des exemples. Enfin, on a les approches territoriales autres. Le territoire d'offre de soins, mais à côté de ça, on a des indicateurs qui nous sont proposés dans les réflexions sur les enjeux démographiques et les aides conventionnelles, qui nous parlent de bassins de vie, au sens INSEE du terme. Et je rappellerai d'ailleurs en aparté que dans le cadre de l'appel, et en tout cas de la territorialisation ou du découpage territorial pris, on prend le niveau de bien intermédiaire, c'est-à-dire la seule catégorisation INSEE d'ailleurs qui ne fait appel à aucun bien de consommation médicale.
Je ferme la parenthèse. Et puis, on a les territoires de proximité, donc là où habite le patient, et les territoires de soins de proximité, et ça renvoie sur ces éléments de réflexion sur le territoire ou le périmètre d'une spécialité. À côté de ça, on va avoir un découpage administratif sur l'offre de soins hospitalière. Et on l'a tous en tête, ce sont les groupements hospitaliers de territoire qui reposent essentiellement, en tout cas dans la région dans laquelle je suis, sur des coopérations interhospitalières qui existaient déjà, avec un découpage territorial qui se fait. Le problème, c'est qu'on est sur une modalité d'optimisation financière, telle que ça a été en tout cas ressenti pour ma part, avec un partage essentiellement de missions support, puis d'un projet médical partagé, mais qui ne va pas forcément être en adéquation avec l'évolution des besoins de la population concernée. Et je renvoie là à ma remarque sur le périmètre territorial de spécialité. Je renverrai sur ce qui est le sujet actuel de la coronarographie à Châlons, qui est un sujet public, en pendant de l'IRM de Bergerac, mais qui montre un peu ces enjeux-là et qu'il faut savoir peut-être prendre du recul par rapport à l'ensemble de cette offre et surtout bien connaître ces territoires et l'évolution de ces populations. Au-delà de la territorialité, le deuxième enjeu, c'est la coordination. Et là, je pense que le praticien en établissement privé a un rôle essentiel à jouer. On est naturellement en coordination, on est en lien avec nos médecins de premier recours qui nous adressent leurs patients, qui nous font confiance, qui induisent la confiance chez les patients que nous recevons et qui nous adressent, et à qui on va retourner le patient pour les soins post-op, pour la réalisation de la rééducation, de la convalescence, etc. Et ce lien, il est naturel, il est important, mais il est probablement un enjeu de notre responsabilité de le formaliser et de le rendre beaucoup plus visible, pérenne, et surtout de l'objectiver de façon à pouvoir le suivre et en assurer la pérennité. Et ça, là, tous les enjeux de la coordination. Et je crois qu'on a un outil fondamental dont on doit s'emparer, qui sont les communautés professionnelles de territoire de santé. Ce qui nous donnera probablement, en tout cas, l'occasion d'une réflexion approfondie sur notre relation interdisciplinaire et interprofessionnelle. Et là, c'est le rôle essentiel. Alors, je ne m'étendrai pas, je vous les ai mis là. Vous avez les structures de coordination de type équipe de soins primaires, tous les généralistes le connaissent bien, mais on a la communauté professionnelle de territoire qui rentre plus dans une logique de parcours. Et donc, par exemple, le parcours du patient pris en chirurgie ambulatoire, en orthopédie, par exemple, ou en pathologie rachidienne. Et puis, à côté de ça, on a d'autres structures de coordination qui étaient déjà en place et qui sont appelées à évoluer, que sont les réseaux PERPA, Maya, qui sont des choses extrêmement thématiques, mais qui sont, dans le cadre des plateformes territoriales d'appui, appelées aussi à évoluer à une certaine polyvalence. Là, je ferai une remarque également, qui est que la polyvalence doit faire attention de ne pas non plus masquer ou lisser certaines spécificités de certains parcours qui doivent être prises en compte et respectées si on veut être sûr de garantir une offre de soins qui soit coordonnée, efficace, pertinente et responsable tant sur le plan économique que surtout médical. À côté de ça, on a d'autres éléments qui nous ont été apportés et proposés, notamment par l'assurance maladie, comme le Prado, le tout étant dans une logique d'optimisation des durées de séjour, dont la forme la plus aboutie serait la chirurgie en conditions ambulatoires. Néanmoins, il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent pour nous, médecins en établissement privé. Diapo suivante. Une approche démographique donc centrée sur les médecins généralistes, ou en tout cas le premier recours, alors que les enjeux sont strictement identiques pour les médecins de spécialité. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est si je ne peux pas travailler avec un lien fort de confiance avec les médecins de premier recours qui m'adressent leurs patients, je pense qu'on ne peut pas exercer la médecine de premier recours si derrière, on n'a pas une médecine de second recours qui soit disponible, accessible, parce qu'au bout d'un moment, on se retrouvera aussi dans une certaine forme d'exercice isolé. Alors comment appréhender, alors que la spécialité et l'offre de soins, comme je l'ai dit, présentent des périmètres territoriaux qui leur sont propres et souvent disparates. Et quelle place, puisque le lieu d'exercice multiple est souvent proposé comme une solution avec les consultations avancées, quelle place donner à ce type d'exercice multisite dans la relation entre un praticien et l'établissement, notamment l'établissement premier où il s'est installé, qui est souvent celui avec lequel il a les relations les plus privilégiées. Le deuxième axe d'approche serait de dire que le développement de la chirurgie en conditions ambulatoires, comme la récupération optimisée après chirurgie, dans l'optimisation des durées de séjour, suppose une coordination adaptée. Et donc, quels vont être les rôles respectifs et les partenariats à développer entre le praticien, d'une part, et l'établissement d'autre part. J'aurais tendance à résumer les choses en disant le praticien apporte une compétence et l'établissement fournit au praticien les conditions techniques, matérielles et de sécurité de pouvoir non seulement l'exercer, j'allais dire la réaliser, c'est-à-dire pouvoir l'épanouir, la faire évoluer au fur et à mesure de l'évolution des besoins de la population du territoire concerné.
Quel rôle et quelle place pour les commissions médicales d'établissement? Et là, c'est un sujet qui est important. D'abord parce que je pense qu'il y a une certaine méconnaissance de la part de nos confrères sur les réels rôles de la commission médicale d'établissement, mais il y a aussi un autre enjeu qui sont les moyens accordés aux commissions médicales d'établissement quand on voit la charge toujours croissante des tâches transversales que l'on est amené à prendre en charge pour aucun financement prévu dans ce contexte-là. Et enfin, dans un contexte démographique critique et économique contraint, quelle est la place de l'offre de soins libérale au regard des GHT? Est-ce qu'on est dans une logique de confrontation ou de coopération? L'absence de toute mention des établissements privés dans la plupart des PRS qui nous sont soumis, ou très peu, sont des sources d'inquiétude, je pense, pour les établissements, en tout cas pour nous praticiens. J'en veux pour preuve des lignes de PDSES qui étaient initialement libérales, qui donnaient absolument toute satisfaction et dont le fléchage libéral est remis en cause. Et donc ça impacte directement la visibilité et en tout cas nos capacités d'une prospective sereine par rapport aux choses qui sont déjà mises en place et qui, semble-t-il, pourraient être mises en cause. La deuxième chose, c'est au regard de ces enjeux de continuité et de permanence des soins. C'est un thème qu'on a particulièrement développé en Bourgogne-Franche-Comté dans une période de terrorisme particulièrement actif, où l'on s'aperçoit notamment, au-delà de la simple permanence des soins, que les établissements privés et leurs praticiens ne sont absolument pas intégrés dans les réflexions sur les plans ORSAN et sur la mobilisation. En Bourgogne, les établissements privés et les praticiens qui exercent assurent 54% des actes de chirurgie. Si on a un événement massif de cette nature-là qui survenait lors des festivals que l'on peut avoir, pourquoi supprimer la moitié des régiments de réponse dans une telle situation critique? Voilà, je ne m'étendrai pas plus. J'ai essayé de poser un petit peu le cadre et je vous remercie. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Jérôme Nouzarède, est-ce que vous êtes passé peut-être un peu vite sur les relations des médecins spécialistes et l'établissement? Est-ce que c'est assez homogène? Est-ce qu'il y a des établissements où ça se passe bien, d'autres où ça se passe moins bien? Quels sont les risques? Qu'est-ce que souhaiteraient les médecins spécialisés en établissement vis-à-vis de justement l'établissement? Il y a deux aspects. Il y a le contrat d'exercice libéral qui, à mon sens, mérite d'être revu en profondeur par rapport aux enjeux de l'offre de soins qui se présentent et les évolutions organisationnelles nécessaires par rapport aux enjeux de la chirurgie ambulatoire, par exemple. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est la réflexion réelle sur les missions et les moyens donnés aux commissions médicales d'établissement où, en règle générale, on se retrouve à assumer un certain nombre de missions de gouvernance, mais sans aucun moyen, notamment financier, derrière. Et que donc vous souhaitez que ça évolue fortement sur ces deux points-là? À mon avis, ce sont deux axes majeurs de réflexion, en plus de l'ouverture sur la coordination, comme j'ai exposé. D'accord, merci.